Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est important puisque YouTube me fait une petite censure en invisibilisant mes vidéos. Je compte sur vous, tout du moins pour ceux qui apprécient ma chaîne, pour partager, afin que l'information puisse mieux circuler et afin que l'on combatte mieux la censure. Censure qui est de plus en plus énorme, et en particulier en France. Bref, c'était un message important à passer. Donc là, cette vidéo, c'est le point sur l'Ukraine du 29 juin 2024 avec comme titre principal la frappe de missiles attaques-MS sur une plage en Crimée au nord de Sébastopol qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait monter d'un cran notable les tensions États-Unis-Russie. Nous allons en parler assez longuement dans cette vidéo parce que les répercussions ont été très graves. Alors très vite, 5 missiles attaques MS ont été interceptés au-dessus d'une plage en Crimée. Le cinquième missile a été à demi intercepté, c'est-à-dire que l'attaque MS n'a pas complètement explosé et a largué ses bombelettes à sous-munitions sur une plage en Crimée qui a fait plusieurs morts, dont quelques enfants. Vladimir Poutine a pris la parole juste après. Bon, évidemment, il a dit qu'il était scandalisé, bien évidemment, et surtout, il a promis une réponse. Et en plus, il a nommé les États-Unis. Donc, une réponse contre les États-Unis. Juste après que Vladimir Poutine ait fait cette annonce, qui est quand même assez fracassante en réalité, Lloyd Austin a appelé son homologue, donc Andrei Belousov, donc le nouveau ministre de la Défense russe, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit. Alors d'après la retranscription qui en est sortie, qui est absolument minimaliste et qui nous apprend rien, mais bon, on sait juste que ils ont parlé de cette affaire et qu'ils garderaient des liens de communication quoi qu'il arrive, maintenant et dans le futur. Voilà, c'est tout ce que on sait de la retranscription officielle qui est sortie après leur conversation téléphonique. Donc on sent une nervosité américaine suite à cet acte. Et comme là, Vladimir Poutine a explicitement dit qu'il prenait comme responsable les États-Unis, avec l'Ukraine, mais principalement les États-Unis, et donc il y aurait une réponse ferme envers les États-Unis. Donc évidemment, ça augurait du plus mal. C'est pour ça que Lloyd Austin, juste après, a téléphoné à Belousov. Alors évidemment, ce n'est pas dit officiellement que Lloyd Austin a appelé à cause de cette frappe en Crimée, mais tout le monde l'a compris. Alors, autre sujet, on a l'Ukraine qui, d'après un expert du Daily Express, donc un grand journal anglais, eh bien, l'Ukraine prévoirait, si elle perdait la guerre, d'endosser complètement son statut d'État terroriste en bombardant des écoles en Russie. Voilà, carrément. Alors bon, c'est un expert du Daily Express, mais bon, c'était en première page de ce journal-là. Alors, est-ce simplement du grand n'importe quoi journalistique ou est-ce une vraie information? Je ne le sais pas. Moi, cela ne m'étonnerait pas parce que si vous me suivez depuis longtemps, ce serait un acte totalement banal et typique de l'Ukraine, d'une grande prédictibilité en réalité. Donc moi, cela ne m'étonnerait pas du tout. L'Ukraine serait vue comme un État complètement terroriste, mais étant donné que l'Ukraine, de toute manière, aurait déjà tout perdu dans cette affaire,
elle n'aurait plus rien à perdre. Voilà ce qui pourrait la motiver, tout du moins, c'est mon sentiment. Nous allons voir ça ensemble. Aussi, dernier grand sujet, on a Zelensky qui, je vous le rappelle, n'est plus président depuis le 20 mai, mais continue à présider l'Ukraine comme si de rien n'était, avec l'assentiment total de tous les pays occidentaux, bien sûr. Vous noterez aussi qu'aucun média ne relève ce fait. Aucun. Tiens, tiens, tiens. Et rien que le fait qu'ils font cette omission absolument gigantesque prouve déjà qu'ils travaillent pour l'État profond. En tout du moins, ils travaillent pour aider l'Ukraine de manière absolument directe. Je parle des grands médias occidentaux. Ce fait-là, déjà, qui est absolument énorme et qu'aurait dû être souligné presque tous les jours, le fait même qu'ils n'en parlent pas, déjà, signe leur idéologie et pour qui ils travaillent en réalité. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, nulle surprise encore une fois. Là, je vous donne des dernières nouvelles du front, mais très vite parce qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais je tenais quand même toujours dans la continuité des points sur l'Ukraine, et en particulier des deux derniers où je vous parlais des fausses informations concernant le terrain militaire dans la localité de Vovchansk. Donc là maintenant c'est confirmé à 100%, puisque même le média pourtant pro-ukrainien à fond qui est Euronews a déjà déclaré que Vovchansk était entre les mains des Russes, dans le sens que c'est les Russes qui avaient gagné, pas dans le sens que les Russes, bien sûr, euh, ont des troupes dans 100% de Vovchansk, bien sûr. Cela dit, quand vous écoutez Euronews, et je vais vous montrer l'extrait de la vidéo, ben, pour un non-connaisseur, Euronews s'avance un petit peu quand même. Parce qu'ils disent que Vovchansk et Tchassiviar sont déjà tombés entre les mains des Russes. Alors, pour être plus exact, parce que bon, ça reste Euronews, je pense qu'ils se sont quand même emballés un peu vite. C'est-à-dire, oui, les Russes sont en train de prendre Vovchansk et très bientôt Vovchansk va être prise, exactement comme Tchassiviar. Eux, ils ont pris moins de gants et ils ont carrément dit que Vovchansk et Tchassiviar sont complètement entre les mains des Russes. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est le sort inévitable puisque Tchassiviar et Vovchansk de toute manière vont être très 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 bientôt prises. Je parle de ces petites villes euh, importantes qui sont des verrous importants et en particulier Tchassiviar. Mais tout ça, c'est pour vous montrer quand même qu'accidentellement, et je dis bien accidentellement, des fois les journalistes qui ont des informations très précises venant du terrain en réalité et du terrain ukrainien, pour le côté des grands médias occidentaux, et bien quelquefois ils lâchent des vérités exactement comme le commandant ukrainien de la 3e brigade d'infanterie ukrainienne, Kratchouk, qui est passé à la télé et qui a dit que l'Ukraine avait déjà perdu la guerre. Voilà. Et ça, c'était un commandant en service ukrainien qui avait déjà révélé ça. Bon, il avait révélé une lapalissade, une évidence, mais qui n'est pas une évidence pour les grands médias occidentaux. Et surtout, c'était très exceptionnel le fait que l'on entende ça sur un grand média ukrainien. Très exceptionnel. Donc la vérité du terrain, elle apparaît là. Et je vous rappelle que l'origine de tout ça et pourquoi j'insiste tant sur Vovchansk, c'est parce que j'avais fait un point sur l'Ukraine précédemment, sur la désinformation de certains, je dis bien certains grands médias occidentaux, qui avaient dit que les Russes perdaient Vovchansk et qu'ils étaient même en grande difficulté en perdant beaucoup d'hommes. En fait, c'est complètement faux. Et là, cette fois, on a le dernier clou enfoncé dans le cercueil, dit carrément par Euronews, et de manière
extrêmement clair. Voilà, j'arrête là. Pour Vovchansk. Alors pour le front, bah, les Russes avancent toujours. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ils avancent toujours. Et certaines mauvaises langues dans des médias ukrainiens disent que Volodymyr Zelensky ne devrait plus aller dans les villes qui vont tomber, puisque à chaque fois qu'il était dans des villes ou villages qui vont tomber, des villes ou des villages symboliques comme Rabotino, comme Avdiivka, comme Bakhmut, et bien chaque fois qu'il a été dans des villes comme ça en disant qu'on allait résister à tout prix, que l'Ukraine serait vainqueur avec l'aide de l'OTAN, etc., à chaque fois, en réalité, l'inverse s'est produit. Les villes ou les villages sont tombés peu de temps après qu'il les ait visités. Donc voilà, il y a des mauvaises langues en Ukraine qu'il faudrait qu'ils n'aillent pas à Vovchansk. Alors je ne sais pas comment ils le pourraient, pour dire que Vovchansk sera un symbole et que Vovchansk c'est trop important pour l'Ukraine et qu'on fera tout pour sauver Vovchansk, etc. Donc beaucoup d'Ukrainiens disent ça, des mauvaises langues, bien évidemment. Voilà, donc sur le front, pas grand-chose, à part que les Russes avancent toujours, prennent des petites villes ou des petits villages très régulièrement, donc bah, ça continue. Voilà ce qu'on pouvait dire en règle générale. Bien sûr, il y aura bien d'autres informations. Et comme d'habitude, ce point sur l'Ukraine sera en 3 parties. D'abord les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire. Je tenais enfin à dire que ce point sur l'Ukraine étant un petit peu chargé, il y aura 2 parties. Donc une première partie ce samedi-là, mais complète, hein, information générale, conclusion et carte militaire, et une deuxième partie où il n'y aura que les informations générales et la conclusion. Voilà, commençons. Avant de commencer par les gros titres, je vais vous parler du front, des nouvelles du front, et on va connaître tout cela par la chaîne Euronews, hein, qui est complètement pro-OTAN. Et vous allez voir ce qu'ils vous disent, c'est très intéressant et c'est dans la continuité de ce que je vous avais dit dans l'introduction. Alors concernant le front, on s'arrêtera là et juste après la vidéo, on va commencer les grands titres. La Russie intensifie ses efforts de destruction en Ukraine, près de la ligne de front. Moscou continue à étendre son réseau de bases aériennes près de la frontière et des milliers de bombes s'abattent sur les villes ukrainiennes chaque mois. Les résultats sont clairement visibles dans l'intensité des récentes attaques russes. Il a fallu 1 an à la Russie pour anéantir Bakhmut où les bombes ont été utilisées pour la première fois. Il n'a ensuite fallu que quelques mois à Moscou pour détruire Avdiivka et quelques semaines à peine pour venir à bout de Vovchansk et Chasiv Yar, dont il ne reste désormais que des ruines. Aujourd'hui, la Russie finalise une nouvelle piste d'atterrissage située à moins de 100 km de l'Ukraine et lance régulièrement des bombes depuis plusieurs bases situées à l'intérieur des frontières russes. La Russie lance plus de 3000 bombes par mois sur des cibles ukrainiennes, selon Volodymyr Zelensky. Là, on va regarder une vidéo très brève où nous allons voir des bombelettes, c'est-à-dire les charges à sous-munitions d'un attaque MS, qui prouvent, étant donné comment elles sont réparties dans l'eau et sur la plage, que l'attaque MS a bien été interceptée, mais mal interceptée, contrairement aux 4 autres qui ont été directement détruits par les systèmes de défense antiaérien russes, qui étaient dans ces environs des systèmes Tor et Pantsir. Donc là, sur les 5 missiles attaque MS interceptés, 4 détruits, un 5e qui a été que partiellement touché, qui a fait que il a largué ses bombelettes. Donc là, on va le voir dans l'eau, mais aussi sur la plage. Et c'est ce qui a causé la mort de certains Russes qui étaient, je le rappelle, sur cette plage parce que c'était un dimanche en fin d'après-midi et c'était les vacances pour les Russes puisqu'ils fêtent la Sainte Trinité. Donc enfin, dernière information que je vous donne,
D'habitude, toutes les attaques de missiles qui avaient été faites par les Ukrainiens étaient la nuit et non pas le jour. Alors je parle sur des infrastructures civiles, sur des villages ou des villes russes en Russie. La Russie considère la Crimée comme russe, ont toujours été de nuit. Et là, comme par hasard, c'est de jour en fin d'après-midi, là où il y a le maximum de monde sur les plages. Et comme on va le voir juste après avec une analyse fine par carte, les plages touchées, car il y en a 3, mais celles touchées étaient à environ 3 km de l'aérodrome militaire de Belbek, qui aurait dû ou pu être la cible de ces 5 attaques MS, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour ça que Vladimir Poutine a pris la parole et a promis une réponse ferme. Allez, j'arrête là, regardons vite cette vidéo. Là, vous voyez les bombelettes. Alors, petit coup d'œil sur ce que disent en gros les grands médias occidentaux. Là, on a le Daily Telegraph qui nous dit « Des baigneurs de Crimée touchés par une pluie d'éclats d'obus meurtriers provenant d'un missile ukrainien. Des responsables russes affirment qu'au moins 5 personnes ont été tuées après que des systèmes aériens ont intercepté un projectile au-dessus d'une station balnéaire très fréquentée. Plusieurs choses ne vont pas dans le titre. Déjà, ce ne sont pas une pluie d'éclats d'obus meurtriers, mais ce sont des sous-munitions venant d'un attaque MS, donc d'un missile américain. Alors évidemment ça ils ne le disent pas, même quand vous lisez tout l'article ils ne disent pas ça, pour eux ce sont que des éclats, des morceaux d'attaque MS. Non, là je viens de vous le démontrer, c'était bien des bombelettes. Et aussi, ça c'est important à dire, 5 personnes tuées dont 2 voire 3 enfants. Là l'information que j'ai n'est pas claire, il y a 2 ou 3 enfants morts. Donc ça aurait été la Russie ou la Chine par exemple qu'aurait fait un coup d'éclat pareil. Et bien là, si des enfants avaient été tués, ils n'auraient pas manqué de le dire dans le titre. Là, ils taisent cela, bien évidemment. Et aussi, dans cet article-là, quand même, il précise une chose intéressante que je vous ai déjà dite. Là, ils disent l'Ukraine cible fréquemment Sébastopol, la principale base de la flotte russe de la mer Noire. Mais elle tire généralement ses missiles la nuit et non au milieu de la journée. C'est pas par hasard que c'est tiré la nuit, c'est pour qu'il y ait le moins de morts civiles possible. C'est pas hasard que à chaque fois les missiles de part et d'autre, côté ukrainien, côté russe, sont normalement toujours tirés de nuit. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'attaque au missile de dimanche avait eu lieu peu après midi. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire, mais cette frappe ravivera les inquiétudes à Washington quant à l'assouplissement des règles imposées à l'Ukraine concernant la façon dont elle utilise les équipements fabriqués aux États-Unis pour frapper la Russie. Ça, c'est important parce que, effectivement, comme je vous l'avais déjà dit en introduction, Lloyd Austin, juste après l'intervention de Vladimir Poutine, a appelé Andrei Belousov, le ministre de la Défense russe, parce que, évidemment, Vladimir Poutine ayant promis une frappe, et tout laisse entendre une frappe qui toucherait une cible américaine ou de l'OTAN, eh bien, les États-Unis ont été très fébriles, très nerveux, d'où ce coup de fil. Voici des images de bombelettes qui ont été retrouvées sur la plage selon les autorités russes, puisque évidemment ça c'est des images qui viennent côté russe. Donc c'est pour que vous voyez à peu près la tête de bombelettes qui n'ont pas complètement explosé. Alors là ce que vous voyez c'est une bombelette intacte typique d'attaque MS. Alors vous voyez qu'elle a une forme bien spécifique cette bombelette parce que une fois qu'elle est larguée, eh bien elle tournoie très rapidement sur elle-même cette bombelette et quand elle atteint un certain seuil de tours par seconde, elle explose. Il y a un accéléromètre à l'intérieur de chaque bombelette
qui fait que quand elles atteignent un certain nombre de tours par seconde, elles explosent. Voilà, comme ça, vous connaissez tout sur les bomblettes, c'est-à-dire les charges à sous-munitions des attaques MS. Alors voici une carte où vous pouvez voir où les attaques MS ont été interceptées, donc dans cette zone-là, et l'aérodrome de Belbek est là, qui est extrêmement protégé par des systèmes Pantsir et Tor principalement. Donc entre l'aérodrome de Belbek et les plages, sachant qu'il y a plusieurs plages, il y en a 3, donc entre l'aérodrome ici et la plage où les bombelettes sont tombées, il y a environ 3 km à peu près. Donc c'est assez loin. Alors maintenant, est-ce que l'Ukraine a visé l'aérodrome de Belbek ou les plages? Alors les Russes sont catégoriques, hein. C'est les plages. Alors pourquoi? C'est parce que d'après le représentant permanent à l'ONU russe, Monsieur Benzeya, eh bien en fait ils ont repéré un drone de reconnaissance américain qui volait près des plages. Apparemment il aurait été détruit, hein. Mais bon, c'est ce qu'il a dit à l'ONU. Et donc il y a cet avion et il y a aussi le fait que ça a été fait un dimanche pendant les vacances et en plein après-midi, quoi, en fin d'après-midi exactement. Et que la trajectoire des attaques MS, bah, évidemment là à 3 km près, ils ne peuvent pas faire une telle erreur. Les tirs de missiles peuvent être légèrement imprécis, mais pas à ce point-là. C'est pas possible. Donc, d'après ce que disent les Russes, les missiles seraient venus comme ça, et ils auraient été interceptés par les systèmes antiaériens de la base de Belbek. C'est-à-dire comme ça. Voilà, parce que évidemment, un missile antiaérien, s'il visait vraiment la base de Belbek, il serait obligé d'avoir soit cette direction, soit cette direction, soit cette direction. Voilà, mais non, mais pas cette direction-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on va le voir sur une autre carte. Ça va être beaucoup plus parlant. Voici la carte militaire pour y voir un peu plus clair. Alors tout d'abord, il faut préciser qu'il y a deux types d'attaques MS. Il y a les attaques MS d'une portée de 165 km maximum qui ont une ogive simple et qui font beaucoup de dégâts. Et il y a les attaques MS à sous-munitions, donc ceux remplis de bombelettes, qui peuvent atteindre une portée de 300 km maximum. Et là, on parle de ce dernier cas, capable d'atteindre une cible à 300 km au maximum. Donc attention, c'est théorique. Alors bien évidemment, on ne cible jamais une cible à une distance maximale, parce que c'est une distance théorique maximale, idéale. Mais en général, la cible est quelques dizaines de kilomètres avant, par sûreté, puisque le missile, suivant la densité de l'air, l'humidité de l'air, la force du vent et l'angle du vent, par exemple un vent de face, c'est terrible pour un missile, pour un peu qu'il soit fort. Et là, on perd des dizaines de kilomètres, bien sûr, de portée, puisqu'on dépense plus de carburant. Bref, donc là, on a un missile de 300 km de portée. Pour moi, il n'a pu être tiré que de l'oblast de Mykolaïev. Et en plus, toujours pour moi, dans cette région-là, assez exactement. Ici, ce serait trop dangereux, puisque je vous rappelle que le front, c'est le Dniepr, hein. Là, il y a des forces russes ici, tout le long. Donc, je ne vois pas des plateformes MLRS. C'est les plateformes qui tirent en général les attaques MS. Donc, en général, c'est des MLRS, hein, c'est pas des plateformes HIMARS qu'on utilise. Bref, donc, pour moi, je vois pas les plateformes de lancement ici. C'est trop dangereux. Parce que là, on est à côté du front.
Donc pour moi, ça viendrait d'ici, vraisemblablement. Mais bon, on va regarder même ici, hein. Donc on va prendre une règle. Allez, on prend quelque chose d'improbable, c'est-à-dire ici. Par exemple, ici. Voilà. Et là, on voit, donc c'est juste au-dessus de Sébastopol. Là, on est à 260 km, à peu près. Bon. Si maintenant, on regarde ici, toujours juste au-dessus de Sébastopol, puisque je vous rappelle que c'est juste au nord de Sébastopol, 250 km. Donc, pour moi, vraisemblablement, ça a été tiré de cette zone. Et plus vraisemblablement d'ici. Que ça soit le plus près possible, ne l'oublions pas. Si ça a été tiré de là, et encore, là, ils ont pris un risque hein, quand même, mais ici, c'est fort possible. De là, on est à 240 km en gros, 242. Voilà. Donc là, on est dans la zone normale. Et regardez bien les petits traits, regardez bien leur trajectoire. Donc là, on est bien. Là, ça peut être ici. Ou ici. Mais bon, bref, vous avez compris. C'est dans cette zone-là, 253. On est dans la distance de tir conventionnelle. Voilà, donc quelques dizaines de kilomètres en dessous. Donc c'est bien, on est bon. Donc ce serait plutôt d'ici. Et là, on a la base de Belbek, comme on l'a vu, on a fait un zoom tout à l'heure sur l'autre carte, et vous avez vu qu'il y avait environ 3 km de distance. Donc, le missile ATACMS ne peut pas se tromper d'une telle distance, c'est pas possible. Donc, moi, à mon avis, c'est qu'effectivement, ça a été tiré pour faire un acte de terreur sur la plage. Donc, voilà, ce n'est que mon avis, mais je pense que c'est ça. Là, on va finir avec un article d'Al Jazeera qui nous dit: la Russie dit à l'ambassadeur américain qu'elle ripostera à la frappe de missiles de Sébastopol. Bon, il parle de la région, puisque c'était la plage au nord de Sébastopol. Moscou accuse les États-Unis et affirme que des représailles suivront certainement après que l'attaque de missiles fournie par les États-Unis ait tué au moins 4 personnes. Je vous rappelle, dont deux ou 3 enfants. D'ailleurs, là, il parle plus précisément. Donc, il a tué au moins 4 personnes, dont des enfants. Vous voyez, c'est pour ça qu'eux aussi ne disent pas combien. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Et on a blessé 151 autres. Voilà. Donc là, la Russie est très en colère parce que quand il y a eu cette attaque, donc l'ambassadeur américain à Moscou a été immédiatement convoqué. Et voilà ce qu'a dit la Russie à cet ambassadeur, qui aurait une représaille. Juste après, Lloyd Austin, après cette rencontre d'ambassadeurs, appelle Belouzov, c'est-à-dire son homologue russe. Et bon, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais c'est quand même Lloyd Austin qui a appelé Belouzov, hein, faut quand même le souligner. Donc grosse nervosité de la part des États-Unis. Et en plus de ça, Poutine a dit qu'il y aurait effectivement des représailles. Sauf qu'en plus, Vladimir Poutine a bien insisté sur le rôle majeur des États-Unis, puisque non seulement c'est une arme américaine, mais en plus qui ne peut être guidée que par des Américains, parce qu'il n'y a que les Américains qui sont capables de guider le missile, d'entrer les coordonnées et d'avoir au préalable pris une cible. Et c'est pour ça que les Russes ont dit qu'il y avait un drone américain, donc un énorme drone d'ailleurs, qui était là à ce moment-là. Voilà, donc le drone en gros ciblait et donnait les coordonnées au MLRS, parce qu'ils servent à ça aussi les drones. Donc là, Poutine a été très clair, pour lui ce sont les États-Unis, avec l'Ukraine bien sûr, mais surtout les États-Unis, puisque n'oublions pas que ce sont des attaques MS, bref, des missiles complètement américains. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire-là. Et les États-Unis, là, à mon avis, sont assez nerveux.
étant donné que la Russie est réellement furieuse et que même Poutine, là pour le coup, n'a pas parlé par des détours ou quoi que ce soit. Il a accusé les États-Unis et qu'il y aurait des représailles sur une cible américaine ou de l'OTAN. Donc au moins là les choses sont claires. Là on a un article de Express UK, c'est-à-dire United Kingdom, Royaume-Uni, un journal anglais qui nous dit l'Ukraine pourrait lancer une campagne terroriste de bombardement des écoles si la Russie gagne la guerre. Un expert affirme que le plan ukrainien est plus terrifiant pour Vladimir Poutine qu'une guerre conventionnelle car il pourrait perdre le pouvoir très rapidement. Alors quand vous lisez l'article, il pourrait perdre le pouvoir très rapidement parce que le bombardement des écoles et d'autres infrastructures civiles, donc quand on lit l'article, il n'y a pas que les écoles, eh bien ça ferait une telle terreur en Russie qu'il pourrait perdre le pouvoir, Vladimir Poutine, et très rapidement en plus. Voilà ce que dit cet expert. Alors le problème, c'est qu'il n'y a même pas de conditionnel quand on lit l'article, un petit peu long d'ailleurs, pour expliquer tout ça. Donc il semble avoir des informations assez sûres de l'état-major ukrainien pour affirmer cela. Il affirme, il n'y a pas de conditionnel. Alors moi, mon avis, ça ne m'étonnerait pas du tout, ce serait typique du comportement ukrainien terroriste, parce que ce serait la énième fois qu'ils font ce genre de méfaits. Ce ne serait pas la première fois, ils sont coutumiers du fait. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous le savez très bien, je ne vais pas vous refaire la liste de toutes les attaques terroristes où d'innocents civils sont morts et en nombre, sans même que l'Ukraine dise ah ben on a ciblé une cible militaire, mais c'est les dommages collatéraux. Même pas. Les Ukrainiens ne disent rien. Ils ne disent pas ah bah c'est dommage collatéral. Nous on ciblait vraiment une cible militaire. Non non non. Eux ils ne s'en cachent même pas. Voilà. Et ils le disent ouvertement. Boudanov l'a déjà dit. Il a dit nous on ne s'arrête à aucune limite. Ils font une campagne de terreur contre nous, on fait une campagne de terreur contre eux. Bah oui. Alors les Russes, eux, disent qu'ils ciblent uniquement des cibles militaires et qu'il y a effectivement des dommages collatéraux. Les Ukrainiens, même pas. Eux, ils disent on cible des civils comme Belgorod, comme Donetsk. Voilà, là où il n'y a pas de force militaire. Et puis tant pis, c'est la terreur et c'est comme ça. Voilà. Et regardez jusqu'où ils vont maintenant. Regardez jusqu'où ils vont. Voilà où on en est. Bref, c'est à l'image du gouvernement ukrainien, c'est-à-dire néo-nazi, ultra corrompu et mafieux. Donc en réalité, sans surprise. Vous voyez, bon, c'est classique, évidemment, les Ukrainiens ont tellement de morts régulièrement que maintenant ils prennent n'importe qui. Là, aux dernières nouvelles, le Kremlin a annoncé 2300 morts le 26 juin, ce qui est un véritable record. Morts et blessés, pardon. Morts et blessés, ce qui est un véritable record. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux, c'est ce que dit le Kremlin. Mais j'ai tendance à croire le Kremlin, en tous les cas, beaucoup plus que Kiev. Au 21 juin, Associated Press nous dit l'Ukraine pourrait tirer des missiles fournis par les États-Unis sur la Russie partout où elle sera attaquée selon le Pentagone. Donc il y a eu un assouplissement qui a été fait. L'armée ukrainienne est autorisée à utiliser des missiles à longue portée fournis par les États-Unis pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie, au-delà des seules lignes de front de Kharkov, si elle agit en état de légitime défense, a déclaré le Pentagone. Le président Joe Biden a initialement assoupli les restrictions sur la manière dont l'Ukraine pouvait utiliser les munitions fournies par les États-Unis pour lui donner une autre option pour défendre la ville orientale de Kharkov contre un barrage incessant de missiles russes. Ça, c'était au 21 juin. Donc il y a eu un assouplissement, apparemment toujours pour défendre la ville de Kharkov,
Mais là, malheureusement, les 5 attaques MS envoyées sur la plage de Crimée, bah, c'est pas pour défendre Kharkov. Donc, comme par hasard, on a les États-Unis au 21 juin qui font un assouplissement, parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, les Ukrainiens ne pouvaient utiliser que des armements américains, mais que pour défendre Kharkov, uniquement, uniquement sur des cibles militaires, et ils n'avaient pas le droit d'utiliser des missiles attaques MS. Donc en gros, ils pouvaient rien faire. En gros, les pauvres Ukrainiens, entre guillemets. Alors là, on a 5 attaques MS sur une plage en Crimée. Rien à voir avec Kharkov. Et par contre, là, ils utilisent en plus des attaques MS. Donc ils ont tout faux. C'est pour ça que Vladimir Poutine était furieux. Mais vous voyez que avant ces tirs de 5 attaques MS, qui ont tous été interceptés, je tiens à le souligner quand même, même si le cinquième a mal été intercepté, pas totalement. Bref, vous notez qu'il y a eu une petite escalade quand même des États-Unis qui ont assoupli malgré tout leurs règles. Voilà. Donc là, c'est pas dit dans l'article. Bon, moi, je vous le dis plus précisément. Ils ont eu le droit de frapper en territoire russe selon une distance de 100 km à partir de la frontière russo-ukrainienne nord. Hein, c'est-à-dire de la frontière de Kharkov, ils ont eu le droit jusqu'à 100 km au maximum à l'intérieur de la Russie. Voilà, ça c'est le petit détail que je vous donne en plus. Donc vous notez, voilà, escalade sur escalade. Donc là, il y a eu cette escalade au 21 juin, assouplissement des règles d'attaque contre la Russie. Et voilà, là, il y a 2 jours, on a cette plage qui a été ciblée. Donc escalade sur escalade. Alors maintenant, concernant le cas de Zelensky et le fait que, en théorie, il ne devrait plus être président. On a un article de CNews qui nous résume la chose de manière légale. Volodymyr Zelensky, pourquoi le président ukrainien n'a-t-il officiellement plus de mandat? Eh bien là, on nous dit il n'a plus de mandat pour être le dirigeant ukrainien à partir du 20 mai dernier, mais il reste à la tête de son pays. Pour quelle raison? Alors, on nous explique dans l'article que c'est à cause de la guerre, donc on nous dit un scrutin en pleine bataille pourrait devenir une source de division dans le pays, donc un défi logistique pour faire ce vote, etc. Malgré tout, le maintien du dirigeant ukrainien à son poste sans être passé par les urnes suscite de nombreuses interrogations. Le 2 avril dernier, un blogueur et activiste du nom de Oleh Serik aurait même adressé une requête à la Cour suprême en ce sens. Ce dernier aurait ainsi demandé à la juridiction de statuer sur la légalité de ne pas organiser une élection présidentielle, mais aussi d'y établir une date de scrutin. Néanmoins, comme l'a précisé récemment l'analyste politique ukrainien Tetiana Polkachuk, dans les colonnes du quotidien Gazeta, la constitution de l'Ukraine n'interdit pas la tenue d'une élection présidentielle pendant la loi martiale, mais celle-ci est bien inscrite dans le code électoral. Bon, certes, ça veut dire que on peut quand même faire une élection pendant une loi martiale, mais que c'est très très difficile, comme on le lit ici. Il n'y a qu'un petit problème. Et oui, c'est qu'il faut se souvenir de ce qu'a dit Zelensky. On était en loi martiale pourtant, et Zelensky avait promis qu'il y aurait une élection présidentielle. Il l'avait promis à son peuple, parce qu'évidemment, la question s'est posée bien avant l'échéance. Évidemment, on en avait parlé, et il avait promis qu'il y aurait une élection. Et au final, il n'y a pas eu d'élection. Alors, en plus, Zelensky a fait campagne quand même sur la paix avec la Russie, qu'il combattrait la corruption et qu'il ne ferait qu'un seul mandat.
Voilà, ça c'était dans sa campagne présidentielle, qu'il ne ferait qu'un seul mandat. Or, il profite de la loi martiale pour rester au pouvoir, et apparemment indéfiniment, tant qu'il y a la guerre. Alors évidemment, lui, sachant dès la fin de la guerre, Zelensky c'est un homme fini. Zelensky est un homme fini à la fin de la guerre. Il ne représentera plus rien, car en réalité la majorité de son peuple ne l'aime pas, bien évidemment. Il faut voir où a mené sa politique le pays, l'Ukraine, dans un véritable désastre. Et à contre-courant total de sa campagne électorale. Hein, faire la paix avec la Russie, qu'il ne ferait qu'un mandat, combattre la corruption. Donc oui, certes, il a combattu la corruption, mais il a combattu la corruption bien après son mandat. Au début de son élection, il ne faisait strictement rien. C'est, on va dire, les événements qui l'ont obligé à combattre la corruption et les pressions de Washington, principalement. Bref, donc Zelensky, normalement, pourrait faire une élection. Et le problème, c'est que malheureusement, c'est typiquement ukrainien. Donc ça a commencé avec Poroshenko, quand Poroshenko était au pouvoir, eh bien lui a changé à deux reprises au moins la loi martiale. Donc au début, la loi martiale en Ukraine, c'était 30 jours. Cela a été passé à 60 jours, toujours sous Poroshenko. Donc, de mémoire, là, ça a changé en 2018, en 2019, et enfin, un dernier changement en 2022. Donc là, c'est sous Zelensky. Et sous Zelensky, la loi martiale est passée à 90 jours, avec un, une reconduction tous les 90 jours, votée à la Rada. Mais bon, la Rada étant ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est que des gens placés là par Zelensky suite au coup d'État américain de 2014. Donc évidemment, tout le gouvernement, les députés sont tous sous la coupe du gouvernement et tout ça, c'est la même mafia. Bien évidemment, à quelques exceptions près, évidemment, faut pas généraliser. Ils ne sont pas tous corrompus, mais la plupart des députés à la Rada, évidemment, sont corrompus, bien évidemment. Donc, et c'est pour ça qu'il est reconduit indéfiniment. Donc là, si on suit le raisonnement de l'Ukraine, là, du gouvernement ukrainien, eh bien, en théorie, tant que la Rada vote une reconduction tous les 90 jours, puisque c'est 90 jours maintenant, eh bien, il pourrait rester 30 ou 40 ans au pouvoir sous loi martiale. Il suffit que la Rada dise ah ben on est toujours sous loi martiale. Alors évidemment, là j'exagère puisque la population ne l'accepterait pas, mais techniquement, en théorie, voilà, il n'y a pas de durée maximum à la loi martiale. C'est 90 jours reconduits. Donc, dans le sens, pour être plus précis, il n'y a pas de limite au nombre de votes à la Rada pour reconduire ce terme de 90 jours. Donc il pourrait rester, on va dire, un an, 2 ans comme ça, tant que la guerre continue. Il pourrait rester encore un an, 2 ans, quoi. Tant que la guerre continue, ce sera le parfait prétexte pour qu'il reste au pouvoir. Donc à se poser la question si lui c'est un fervent de la guerre justement pour rester au pouvoir. Parce qu'il sait très bien que dès que la guerre est finie, c'en est fini de lui au niveau du pouvoir. Il ne deviendra plus rien. Voilà. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il le fait par patriotisme et non pas par pur égoïsme. Je ne suis pas dans sa tête. Mais en tous les cas, c'est à voir. Et surtout, on a quand même tout l'Occident qui marche de concert avec Zelensky et le considère comme le président
Il n'y a aucun grand média qui se pose la question sur sa véritable légitimité. Si c'est normal qu'une loi martiale peut être reconduite comme ça indéfiniment, aucun média ne se pose la question, tout va bien, c'est légitime, ça poserait trop de problèmes qu'il s'en aille, ça poserait trop de problèmes, donc c'est normal qu'il reste indéfiniment président, quoi. Tout du moins tant que la guerre continue. Encore une fois, je rappelle ce petit fait amusant, c'est que Zelensky, malgré qu'il était en guerre, c'était il y a un an, malgré que son pays soit en guerre, avait promis qu'il y aurait malgré tout une élection. Voilà, pour que sa légitimité en tant que président ne soit jamais remise en cause. Ah, c'était des très belles paroles, hein, très belles paroles, très dignes et honorables de Zelensky l'année dernière. Ouais, il y a un an et demi à peu près, entre un an et un an et demi. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors enfin la grande question, pourquoi donc il reste au pouvoir et pourquoi les grands médias n'en parlent pas? Quand je dis les grands médias n'en parlent pas, je parle au niveau de la télévision, puisque sur Internet quand même certains en ont parlé, mais je dis bien que sur Internet, jamais à la télévision. Bien, tout simplement parce que une élection voudrait dire que Zelensky soit remplacé, c'est-à-dire que la marionnette de l'Occident saute pour avoir un autre candidat qui serait l'inconnu et qui aurait même des velléités de faire la paix avec Vladimir Poutine et donc de céder les territoires conquis à la Russie. C'est totalement inacceptable pour l'Occident, sachant qu'ils savent très bien que Zelensky ne sera jamais réélu. Jamais. Il est trop détesté par la plupart des Ukrainiens. Donc ils ne peuvent pas se le permettre. Donc c'est pour ça qu'ils reconnaissent Zelensky comme président au contrat de président indéterminé, pourrait-on dire. Et c'est pour ça qu'ils acceptent cette loi martiale à temps indéfini. Voilà. Donc, bien entendu qu'au niveau démocratique, c'est un énorme scandale. C'est un énorme scandale. Mais voilà pourquoi l'Occident, encore une fois, et j'en arrête là, ne peut pas se permettre de changer cela et de dire que Zelensky n'est plus légitime. Ce n'est pas possible, hein, pour des raisons bassement géostratégiques, comme vous le savez bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas de Zelensky et sa présidence. Là, on va regarder une courte vidéo d'une femme médecin ukrainienne qui s'appelle Olena Malok qui se plaint que 80% des hommes dans son unité, donc des soldats, sont des personnes malades et âgées. Donc elle prend l'exemple de personnes qui ont le sida, la tuberculose, et elle dit que tout le monde s'en fiche, la hiérarchie s'en fiche. Ils les jettent simplement dans des bus et les envoient directement au front. Et elle est obligée de se coltiner ce genre de personnes. Donc c'est très très problématique. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle dit. Donc c'est sous-titré en anglais. Je vous donnerai quelques traductions. Je ne vais pas tout traduire, hein. En plus, elle a un langage très fleuri, hein. Donc je vous traduirai en termes respectables. On a 80% de soldats malades. Ce sont des gens malades. Ce sont nos propres soldats, mince. Ce sont l'élite et ce sont des vieilles personnes. Ils sont laissés là à mourir. On a une constitution et pourtant on applique un code criminel. On les met dans des minivans et hop, on les envoie au front. Et en plus, des fois, on les bat si jamais ils se plaignent. Це те саме, що я зараз можу ходити по району в себе, оцих качків, підходить, показує свій військовий квиток, пиздить, кидать в бусик і вивозить сразу, не проходячи ВЛК, блядь, туди напередок. Aucun bilan médical, ils sont directement envoyés sur le front. В ТЦК. Приходить людина, яка йому кажуть, вистав руку отак, повернув, заєбісь, блядь, годі нахуй, пиздуй. Туберкульоз, Tuberculose, sida, tout le monde s'en fiche.
En conclusion, il faut noter que l'attaque sur la plage de Crimée au nord de Sébastopol est un événement majeur dans le mauvais sens, car cela a participé à une réelle escalade quant au conflit entre les États-Unis et la Russie. En fait, c'est si grave que l'ambassadeur américain à Moscou a été immédiatement convoqué pour lui dire en plus qu'il y aurait des représailles, donc très graves. Et juste après ce rendez-vous, on a Lloyd Austin qui appelle le ministre de la Défense russe, le nouveau, Andrei Belousov. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit exactement, à part que la communication entre la Russie et les États-Unis restera constante quels que soient les événements. Donc inutile de vous dire que le communiqué qui en est ressorti ne sert à rien, à part pour rassurer le monde, pour dire qu'il y a une communication permanente entre la Russie et les États-Unis. Je tiens à noter que c'est Lloyd Austin qui a appelé Belousov. Donc, à mon avis, là, les États-Unis ont pris peur. Pour moi, c'est plus que de la nervosité. N'oublions pas que l'ambassadeur américain à Moscou a été convoqué et qu'on lui a quand même dit formellement qu'il y aurait des représailles quant à une localité, une cible américaine, certainement. Alors évidemment, tout ça met un peu en panique les États-Unis, car tout est possible, hein. N'oublions pas la flotte russe à Cuba, ne l'oublions pas. Donc on ne sait pas, on ne sait pas. Après, tout va dépendre des réactions américaines, des communiqués américains, soit pour apaiser la situation, soit pour continuer encore l'escalade. Là, tout dernièrement, Vladimir Poutine vient de dire qu'il allait remettre en branle les usines de construction de missiles de courte et de moyenne portée nucléaire. Donc tout ça est très inquiétant. À noter que les États-Unis, eux, n'ont jamais arrêté en réalité, et qu'il y a des missiles nucléaires de courte et de moyenne portée au Danemark, des missiles américains, bien évidemment. Donc tout ça est un secret de polichinelle, bien connu en réalité des connaisseurs, mais en tous les cas, ce qu'a dit Vladimir Poutine hier est absolument notable et participe encore une fois à l'escalade, bien évidemment. Donc tout ça est très inquiétant. Quand cela va-t-il s'arrêter? Quand cela va-t-il s'arrêter? Et maintenant que Vladimir Poutine a promis des représailles, il y aura. Donc, maintenant, sous quelle forme? Est-ce que ça va être à l'iranienne quand l'Iran a fait des représailles contre Israël, c'est-à-dire des représailles, on peut pas dire symboliques, parce que ça a quand même fait un petit peu mal, mais des représailles gentilles, on va dire, histoire de dire, bon, vous comprenez, vous les Américains, vous comprenez que nous on est obligé de faire une représaille, hein, vous le savez. Alors maintenant on va se mettre d'accord sur le quand et le comment. Voilà. Je pense que ça va se terminer ainsi. Alors évidemment aussi, mais ce n'est que mon avis, je pense que c'est l'Ukraine qui prendra cher. Je pense. Je ne crois pas que la Russie attaquera la Pologne ou la Roumanie. Mais ce ne reste que mon avis. Là, on se perd en spéculation. Bref, nous verrons bien. En tous les cas, autre sujet, on a le fait que l'Ukraine donc dit apparemment qu'elle attaquera des écoles russes et autres infrastructures civiles avec des bombardements carrément si elle perd la guerre. Alors maintenant, c'est le Daily Telegraph qui dit ça. Pardon, le Daily Mail. Est-ce vrai, est-ce faux? Nous verrons bien ce qu'il en est réellement. Mais tout cela est très inquiétant, participe encore une fois à l'escalade. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? Ça me paraît un peu gros quand même, mais tout est possible avec l'Ukraine et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout, comme je l'ai déjà dit.
Enfin, on a la légitimité de Zelensky. La légitimité de Zelensky, ben, que va-t-il se passer? Ben, ça va continuer ainsi, bien évidemment, puisqu'il a le soutien de tous les pays de l'Occident. Donc, dans le sens soutien entre guillemets, dans le sens que personne ne remet en cause son mandat présidentiel alors qu'il n'est plus président depuis le 20 mai. Hein, et que tout le monde accepte comme normal, quoi, tout du moins une acceptation tacite du fait que la loi martiale va durer indéfiniment tant qu'il y aura le conflit. Alors si le conflit dure 2 ans, Zelensky sera 2 ans au pouvoir. C'est à peu près ça que l'Occident accepte comme état de fait. Bon, alors nous verrons bien comment cela va se finir, mais en tous les cas, le fait que Zelensky s'accroche au pouvoir et donc fait en sorte que l'Ukraine restera en guerre, parce qu'évidemment Zelensky, par décret, avait dit qu'il ne fera jamais de négociation avec Vladimir Poutine, et donc il ne pourra jamais y avoir de paix tant que Zelensky est au pouvoir, tout du moins. Donc, bref, nous verrons bien. Il peut avoir un ordre formel de Washington d'abdiquer. Bon, nous verrons bien, tout est possible, hein. Mais en tout cas, là, tout montre que Zelensky s'accrochera au pouvoir, restera président et donc continuera la guerre au maximum possible. Voilà. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. Maintenant, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Je ne vais pas parler de la plage au nord de Sébastopol car j'en ai déjà longuement parlé. On va directement commencer par le sud. Les choses à dire au sud, c'est que toute attaque sur le Dniepr a été interrompue pour l'instant. La centrale d'Energodal ici a été à nouveau bombardée, mais le système antiaérien est maintenant extrêmement performant. Il n'y a eu aucun dommage notable de la centrale. Par contre, c'est quand même préoccupant qu'il continue à bombarder cette centrale nucléaire. C'est hautement ridicule. Mais bon, bref, dans la région d'Orirov, ici, là où il devait y avoir la grande offensive ukrainienne qui devait passer par Tokmak, Melitopol, mer d'Azov, et bien ici, toujours beaucoup de batailles, mais les Russes continuent depuis maintenant un an, quasiment un an, leur stratégie qui est purement défensive. Donc d'Ougledar jusqu'à la pointe ici, ils ont décidé d'être en pur défensif. Pourquoi? Pour qu'il y ait un maximum de troupes au centre est de l'Ukraine pour faire des avancées. C'est l'endroit ici le plus important pour les Russes et c'est là où ils font toutes leurs avancées importantes. Donc là, on va passer Ougledal, qui est la dernière forteresse sur le front, c'est pour ça qu'elle est entourée de bleu. On va passer aux avancées russes. Là, il y a une avancée russe de plusieurs dizaines de kilomètres, donc une avancée importante, mais en plein champ, j'ai envie de vous dire. Évidemment, le but des Russes, c'est de prendre le contrôle de la route 532, comme on peut le voir là. Donc là, ils étaient là la semaine dernière. Alors moi, d'après ce que j'ai lu des rapports russes, ils veulent s'emparer de Vodiaïne afin d'entourer Ougledar. Alors là, ça se voit pas vraiment, mais c'est ce qu'ils veulent faire, d'après ce que j'ai compris. Là, pour l'avancée vers Koulakovier, apparemment, il y aurait une grande difficulté ukrainienne. Donc il est possible, je dis bien il est possible, ça reste à confirmer, que là, comme il y aurait une déroute de la défense ukrainienne, que tout d'un coup, la semaine prochaine, il y a un grand saillant qui se fasse. Koulakovier est en train d'être évacué. Alors pourtant, il y a encore un peu de marge. Mais cette ville est en train d'être évacuée. Donc ça, c'est quand même à dire. Ce qui expliquerait le fait qu'il y ait une défaillance de la défense ukrainienne ici. Donc peut-être que la semaine prochaine, il y a un grand saillant russe ici, parce que leur but, c'est de prendre Koulakovier, bien sûr, qui est une agglomération importante.
Voilà. Donc là, il y a une avancée russe. Ils ont pris Yasnoblodivka complètement. Ça a fait suite à la prise de Oumansky il y a déjà quelques temps de cela. Et comme d'habitude avec la stratégie russe, ils s'appuient sur les cours d'eau. Donc là, c'est un lac. Donc évidemment, le but des Russes, c'est de s'appuyer sur cet axe-là de cours d'eau. Voilà, afin ensuite de faire une meilleure résistance après. Puisque les Russes, une fois qu'ils s'appuient sur un cours d'eau, leur stratégie, c'est de consolider. Une fois qu'ils ont consolidé, ils passent le cours d'eau. Voilà. C'est la stratégie qu'ils sont en train de mettre en place à Tchassivial, d'ailleurs. Bref, le but prochain des Russes, ça va être de prendre Novoselivka, Pelcha. Donc on va voir, mais en tous les cas, ça va être la prochaine ville qui va tomber, hein. Ça, c'est obligé. Donc il y a une avancée aussi russe ici, donc Yevnenivka, donc là les Russes ont pris le nord, donc la semaine dernière c'était ici, là ils ont fait une avancée là. Le gros but des Russes c'est d'avancer sur Pokrovsk, évidemment j'ai entouré d'un triangle rouge exceptionnellement, avec une grande flèche bleue parce que c'est leur but suprême dans la région. Vous voyez, Pokrovsk est extrêmement important. C'est un hub routier et ferroviaire énorme. Donc Pokrovsk, c'est à l'image de Bakhmut au niveau du hub ferroviaire et routier. Donc une fois qu'ils auront pris Pokrovsk, tout s'écroulera dans la région. Je parle de la région, bien sûr. Alors donc là, ils ont eu une avancée aussi sur Vozdonievka, pardon. Donc là, ils ont pris pied dedans. Grosse avancée russe à ce niveau-là. Donc là, ça n'arrête plus, hein. Les agglomérations sont en train d'être prises une par une avec une énorme régularité. Donc le gros des troupes russes va se diriger vers Pokrovsk parce que c'est quand même le but, mais il y a quand même une partie des troupes russes qui va se diriger vers le nord afin d'entourer toute cette région, de faire un gros chaudron et d'aider à la prise de Tchassivial qui est le plus grand verrou. C'est le plus grand verrou du front pour l'instant. C'est le plus gros verrou, la zone la plus importante pour l'instant du front. Plus tard, ce sera Pokrovsk, mais pour l'instant, c'est Tchassivial. C'est pour ça qu'il y a un symbole rouge ici. Là, ça bataille très très fort. Ça bataille très fort, mais les Russes n'ont pas vraiment avancé. Je ne compte pas quand il y a 20 mètres ou 50 mètres d'avancée, hein. Même en pleine ville, faut pas exagérer. Donc évidemment, c'est le plus gros verrou, la zone pour l'instant sur le front la plus importante. Dans le chaudron de Siversk, là, il y a eu un événement puisque ça y est, la ville de Rozdovska a été prise à 95%. Pas entièrement, c'est pour ça que j'ai laissé la ligne ici, mais il y a une avancée importante. Donc la ville est considérée comme prise, hein, on peut le dire, même si c'est pas à 100%. Voilà, toujours énormément de batailles évidemment dans le chaudron de Siversk, où les Russes par contre ici n'ont fait aucune avancée. Là, il y a eu une avancée pas très importante, mais notable, principalement sur le nord ici. Donc la ville de Stelmakivka va être prise bientôt. Alors bientôt une semaine, 2 semaines, mais en tout cas les Russes avancent. Et quand les Russes avancent dans une ville, l'avancée est inexorable. Donc ça va très très vite tomber là. Franchement, beaucoup de petites villes, petits villages tombent. Alors là, il y a eu une avancée dans la région de Kupiansk, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, il y a une petite avancée, sachant que la stratégie russe ici, c'était une défense agressive. Nous faut pas oublier que la stratégie globale russe, c'est quand même de détruire, hein, les forces ukrainiennes.
c'est pas de faire une grande avancée en un point. C'est, n'oublions pas la stratégie de Soulovikine depuis maintenant près de 2 ans, qui est d'épuiser les forces ukrainiennes et de s'y implanter. Donc c'est quand même à noter. Alors évidemment, il y a eu quelques petites avancées à un moment donné dans la région de Kupiansk, mais ça s'est très vite arrêté. Les Russes se concentrent ici. C'est là le plus important pour les Russes. N'oublions pas qu'il y a Ougledar, qui est une véritable forteresse. N'oublions pas Pokrovsk. N'oublions pas Kramatorsk et Slaviansk. Il y a Kramatorsk ici, Slaviansk ici, qui sont le Graal des Russes depuis plus de 2 ans. Hein. Donc ne l'oublions pas. Donc tout ça, Ougledar, Kramatorsk, Tchassiviar, Slaviansk, tout ça, c'est des buts de guerre absolus pour les Russes. Hein, c'est de cela dont on parle depuis, dont je vous parle depuis 2 ans. C'est ici le plus important. Donc c'est pour ça que les Russes sont euh, en défense agressive sur le nord, en défense pure sur le russe, et en avancée, en offensive pure sur le centre. Voilà. Alors maintenant, concernant l'extrême nord, sur Vouchan, je vous avais dit la semaine dernière qu'il y a eu des petites avancées, et non pas un recul comme le disaient certains grands médias occidentaux. Par contre, là, ils n'ont rien fait par rapport à la semaine dernière. Là, ils épuisent vraiment les forces ukrainiennes. Là, ils font vraiment là, ils sont mis en défense pure et ils font la stratégie de Soulovikine complète. Et pour preuve, j'en veux pour preuve, la construction de lignes de défense ici au nord de Vovchansk. Donc il y a la construction de la ligne de défense qui est quand même un signe notable. Sur Lipsi, beaucoup de combats, hein, d'où le symbole rouge, hein, comme sur Vovchansk. Alors j'ai mis le symbole rouge là où la FAB 3000, c'est-à-dire la bombe de 3 tonnes, est tombée, un grand bâtiment où, d'après le Kremlin, il y avait des forces de l'OTAN, c'est-à-dire des soldats de l'OTAN. Alors quand je dis des soldats de l'OTAN, je dis bien, ça veut dire donc bien non pas des soldats ukrainiens, hein, mais des forces otaniennes. Vous m'avez compris. Hein, bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur le front de l'extrême nord. Rien n'a bougé pour le reste. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Donc j'arrête là. N'oubliez pas, cette vidéo va être en 2 parties. Donc lundi, il y aura la deuxième partie. Ne manquez pas la deuxième partie lundi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et comme toujours, soyez curieux.